Bonjour, bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Deb Breeze et je suis en compagnie de Zelda! Zelda. Comment ça va? Je vais super bien. Comment tu vas, toi? Ça va bien. Encore une fois, pour la troisième édition cette fois-ci, on retourne avec nos personnages occultes. T'as-tu hâte? Yay! Ben oui, c'est super intéressant. Mais j'aime ça parce qu'on va toucher dans plein d'endroits où est-ce qu'on va pas nécessairement souvent. Puis il y a plein de personnes qu'on n'a pas explorées, mais en tout cas, au moins, on va essayer d'en faire quelques-uns dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer ça. Et puis, vous nous donnerez vos commentaires. Là, on est toujours à l'écoute de ce que vous voulez nous dire sur ces personnes-là. Peut-être que vous avez lu des ouvrages. Si d'ailleurs c'est le cas, là, faites-nous un petit signe. Ça pourrait être intéressant. Puis On vous écrivez-le en souhaite... commentaire. Oui, on vous souhaite une excellente écoute. On a Alphonse Louis Constant, mieux connu sous le nom d'Eliphas Lévy. Il est né en 1810, il est décédé en 1875. C'est un occultiste français. On voit qu'il y en a quand même pas mal des Français. Un Mhm. occultiste français. Lui, c'est un théoricien majeur de la magie moderne. Euh, il y a eu beaucoup d'influence. C'est lui qui a créé l'image de Baphomet. Il est l'inspiration directe que la Golden Dawn, Crowley, l'occultisme moderne. Il a écrit quand même pas mal de livres. Par exemple, bon, Dogmes et rituels de la haute magie. C'est un livre qui a quand même été publié il y a quand même assez longtemps. Mais là, je dis 1854 de son temps. Lui, c'était de son vivant, bien sûr. Mais cet ouvrage-là est considéré comme son grand œuvre majeur. Il est divisé en deux parties. On a le dogme qui expose la théorie ésotérique, puis on a rituel qui décrit la pratique magique. On a aussi Histoire de la magie. C'est une exploration des pratiques puis des mystères de la magie au travers des âges, du point de vue de l'auteur, bien sûr. Il y a La clé des grands mystères. C'est un livre qui s'appuie sur les connaissances d'Enoch, d'Abraham et d'Hermès Trismégiste. Il a écrit le livre des Splendeurs, ça traite de la cabale, de la mystique, de la haute magie. Il a écrit le livre des Sages, un autre qui traite sur les sciences occultes. Il a écrit d'autres livres, par exemple La science des esprits, qui parle de spiritisme. Tu dois peut-être le connaître. Les mystères de la Kabbale, ça explore l'harmonie occulte des deux testaments. Il y a Cours de philosophie occulte, c'est un recueil de leçons sur la Kabbale et la science des nombres. Et le livre rouge, un résumé du étude du magistre, sciences occultes, de la philosophie hermétique. Et ça, c'est juste quelques exemples de la tonne de livres qu'il a écrit dans sa vie quand même. J'en ai lu, lui, C'est de ces documents, là. T'en as-tu lu Ah oui? des Eliphas? Eliphas Lévy, j'en ai jamais lu. Non. Moi, j'ai pas lu longtemps, parce que dans le premier livre que je pense c'est Dogmes et rituels de la haute magie, je crois. Mhm. Je pense que dans son introduction, il y a un gros, massif, méga chapitre sur comment que le spiritisme, c'est du foutoir. Oh. Tu te mords les lèvres, parce qu'il y a des points qui ont raison. Ok, moi, ça m'a marqué beaucoup, parce que c'est quasiment une introduction à dire à quel point le spiritisme, ça n'existe pas, puis c'est tous des charlatans. Et je Mais il a comprends écrit un livre son sur le point spiritisme. de vue. Ouais, je savais pas ça. Fait que Ah. je vais être curieuse, je me l'ai pris en note. Oui, c'est un texte de 1865. Parce que je pense que, tu sais, c'est quand même près de 11 ans après le dogme et rituel de haute magie que je suis pas mal sûre que c'est celui que j'avais commencé. Puis qui OK. concerne aussi le spiritisme. Parce que j'avais débuté. Puis j'étais fâchée de me dire, bon, ça part mal, la personne que je veux peut-être suivre déteste tout ce que moi, je crois. Thème. Puis là, tu dis, Ouais. je vais essayer de passer par-dessus. Puis je me rappelle que à chaque fois que je commençais à avoir un concept, j'étais comme, ben là, c'est la même affaire que ce que moi je fais. Mais, mais, mais tu sais, vu d'un angle peut-être différent, Ouais. je vais lui donner des points. Je pense que c'est quelqu'un qui voyait beaucoup de charlatans. Ben, pas qui voyait, mais qui voyait aller de loin beaucoup de charlatans. Quand il y a eu le spiritisme, la poussée du spiritisme, il y avait beaucoup de gens qui faisaient semblant, cognaient avec leurs orteils pour faire des réponses. Ouais. Ils développaient des techniques
pour créer comme une espèce d'engouement, se faisait engager, demandait des fortunes pour des communications qui étaient fausses. Et forcément, ben, ça l'a apporté ce côté-là du charlatan au niveau du spiritisme à de haut niveau. Donc, c'est juste que je me rappelle, j'avais passé au travers de ce chapitre-là, je me suis dit, bon, il a le droit de pas croire. Il y a plein de monde qui croit pas, c'est correct. Puis plus que je lisais les autres, plus j'étais fâchée. Fait que j'étais comme, je suis pas capable de lire. Je suis pas capable de lire son texte. Je vais le vérifier. Écoute, je vais aller chercher le livre sur le spiritisme. Et je le savais pas. Puis c'est clair que ça va être quelque chose qu'on va probablement voir sur les ondes de Deadline éventuellement. Parce que si jamais il a changé d'idée, ce serait intéressant à explorer. Ça serait super intéressant. Ben, tu sais, en tout cas, ouais, ça serait super intéressant à ce que tu t'en jettes un œil. Oui, c'est noté. Fait qu'on on va checker ça. Génial. Ensuite, on a Elena Blavatsky. Elle, ben, je peux vous comprendre si vous n'avez jamais entendu parler, mais quand on commence à rentrer un peu dans le domaine, on voit son nom partout. Elle est née en 1831 et décédée en 1891. Là, on voit qu'on s'approche, on s'approche de nos jours. En gros, c'est une mystique russe et elle est cofondatrice de la Société théosophique. Elle, en gros, elle fait comme une espèce de mélange d'occultisme occidental et de tradition orientale, par exemple l'hindouisme, le bouddhisme. Son influence, elle a surtout créé une base de théosophie et du New Age. Elle n'a pas créé le New Age, mais dans le sens qu'elle a fait la base pour le New Age moderne. Ses œuvres majeures, c'est Isis dévoilée, Isis Unveiled. Ça, c'est une maîtrise des mystères de la science puis de la théologie ancienne et moderne. En gros, c'est un peu sa vision de la sagesse éternelle en s'appuyant sur les traditions ésotériques, kabbale, hermétisme égyptien, puis en explorant aussi les phénomènes occultes tels que le spiritisme et la magie. Quand tu vois, elle parle un peu de spiritisme, elle aussi. Mm-hmm. Il y a aussi la doctrine secrète c'est comme le Secret Doctrine. C'est la synthèse de la science, la religion puis de la philosophie. C'est divisé en 2 volumes. Le volume 1, c'est la cosmogénèse. Ça traite de l'origine puis de l'évolution du cosmos. C'est une espèce de vision ésotérique de la création qui s'appuie sur les stances de Diane. J'ai-tu dit comme il faut? Diane? Il y a un Z. Ouais, il y a un Z là-dedans. C'est en gros, c'est un texte qu'elle prétend avoir vu et étudié. Fait que c'est pas elle qui a écrit ce texte-là, mais elle s'est appuyée sur ce texte-là pour faire son volume 1. Le volume 2, c'est l'anthropogénèse. En gros, l'évolution de l'humanité à travers les races, les racines. Ça détaille une chronologie ésotérique de l'histoire humaine, mais depuis des millions d'années. Fait qu'une espèce d'étude de l'humain, finalement. Elle a dit dans l'espèce sa devise de la société théosophique, c'est « il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Puis d'un côté, elle n'a pas vraiment tort. Hein? Elena aussi, elle est très intéressante parce que il y a beaucoup d'auteurs qui la référencient comme une référence. Les modernes un peu plus. Je pense que Crowley, c'en est un qui avait été quand même impressionné parce qu'elle allait souvent avec son conjoint en Inde et avait quand même fait des concepts reliés avec l'ésotérisme qu'on voyait un peu plus dans ces années-là en Europe occidentale, puis par exemple ramener le principe des chakras. Je ne sais pas à quel point l'Ayurveda est inclus dans ces trucs-là, mais la méditation, le yoga, la présence des chakras au niveau énergétique, tout ça sont des choses qu'elle a rapporté beaucoup. Que c'est des concepts qui n'étaient pas nécessairement explorés. En fait, oui, d'une façon peut-être un peu plus différente, mais pas au point que l'Inde le faisait. Et ça a été ramené. Puis elle, avec tous ses voyages, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il faisait son conjoint, c'est
écoute, le texte que j'ai lu, ça date de vraiment longtemps, mais de mémoire, puis peut-être que je me trompe, mais de mémoire, c'est ce qui faisait qu'elle, elle avait des textes qui étaient très différents des autres, puis qui apportaient comme une nouvelle lumière sur certains concepts que d'autres personnes avaient, mais avaient peut-être pas nécessairement le même vocabulaire. Donc, ça l'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis ça, c'est très intéressant. Elena Blavatsky, je sais que tu as mentionné le spiritisme. Il y a des livres que, justement, son nom revient souvent parce qu'elle avait exploré aussi ce côté-là. Le côté de la réincarnation aussi. Comme, les principes des esprits. Donc, c'était vraiment intéressant pour ça. Et, justement, c'est la particularité, moi, que je trouvais ça intéressante. Parce que elle a une autre culture complètement. Elle était russe quand même, donc j'imagine qu'elle avait quand même des racines d'une... Je sais pas si elle faisait, par exemple, l'espèce de catholicisme mystique là, qu'il y avait En Russie. en Russie. Mais elle avait des influences extérieures autres qui étaient quand même assez fortes. Donc, c'était comme un medley là, de plein de choses. Puis qui a fait en sorte que je pense que ça a eu beaucoup de débouchés pour la suite des choses. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, je pense, que sur le site qui avaient lu ses ouvrages. C'est très intéressant parce que c'est quand même un peu plus récent là, que Paracels ou Hermès. Oui. Mais oui, c'était très intéressant. Non. C'est ça, c'est sûr que quand on se rapproche, ça devient de plus en plus, tu sais, comme poussé, moderne. On commence à plus reconnaître... on voit ce que la majorité des auteurs modernes nous envoient dans leurs livres. Là. Ouais. Ensuite, on a Stanislas de Guaita, né en 1861, décédé en 1897. C'est un poète et occultiste français qui a été initié à l'ésotérisme chrétien par Eliphas Lévy et au grand mystère par Fabré Olivet. On dit-tu Fabre? Fabré? Je n'étais pas sûre. Lui, il exaltait la tradition chrétienne et il prônait une synergie qui devait marquer l'avènement d'un spiritualisme qui aboutirait au royaume de Dieu. En gros, c'était catholique, mais plus que catholique. Il a cofondé avec Papus et Joséphin Péladan l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix en 1889. Par contre, il y a eu pas mal de chicanes là-dedans. Ça s'est séparé. Joséphin Péladan en a fait un autre. Papus, à un moment donné, il a transféré dans l'autre. Il y a eu comme des menaces qui se sont faites. Il y a eu... il disait qu'il avait fait des rituels de un puis de l'autre. Il y a eu de la chicane dans tout ça. Ouais, disons que ça avait pas de l'air beau. Ça avait pas de l'air beau. Mais, tu sais, il y a quand même eu, tu sais, comme pas mal de choses. Puis, Joséphin là-dedans, je crois que c'est lui qui a fondé l'ordre de la Rose-Croix plus moderne. OK. Mais là, je dis je pense parce que je suis pas sûre à 100%, mais selon ce que j'ai lu, ça sentait ça. Les principales œuvres de Stanislas de Guaita, il a écrit Essai de science maudite, qui est structuré en plusieurs parties. On a la partie 1 qui est au seuil du mystère. Au seuil du mystère. C'est une introduction aux sciences occultes et à l'occultisme en présentant une vision d'ensemble des traditions ésotériques. La deuxième partie, c'est le serpent de la Genèse, que lui-même se divise en plusieurs parties. En gros, tu as le premier septème qui s'appelle le temple de Satan. Ça explore les aspects démoniaques, la magie noire, la démonologie. Le deuxième septème, c'est la clé de la magie noire. Puis ça n'a pas tout sorti en même temps. Hein? Ça a tout sorti un après l'autre. Là. Ça approfondit la pratique de la magie noire, les rituels et les grimoires. Et on a le problème du mal. En gros, c'est un troisième tome du Serpent de la Genèse qui est resté inachevé en raison de sa mort prématurée. Il n'était pas avoir beaucoup d'écrits, par contre, parce que son deuxième livre est sorti la même année de son décès. Ben, c'est ça. Oui. En gros, il est décédé, on dit, ça a l'air qu'il serait décédé à cause d'un rituel, par la magie. Mais ça, c'est des rumeurs. Est-ce que c'est vrai? C'est-tu pas vrai? Je sais pas. Mais il serait, il serait décédé, là...
Ça a l'air, par la magie. Donc, c'est ça, son troisième tome a été achevé par son secrétaire Oswald Wirth. Puis, t'as peu, là, ça a été poursuivi par son secrétaire, puis achevé par Marius Lepage. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, il l'a commencé, mais c'est pas lui qui l'a fini parce que il est comme décédé. Il avait 36 Non. ans, il était pas très vieux non plus. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, son deuxième septaine est sorti l'année de sa mort. Uh-huh. Fait que c'est ça. Il a quand même pas vécu longtemps, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de tant d'ouvrages que ça. Mais il a quand même eu une vie. Je sais qu'il a côtoyé quand même pas mal parce que il y a Papus, Joséphin Péladan, qui est d'autres occultistes quand même assez connus. Mais que, comme éventuellement, on va peut-être vous parler. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a quand même plusieurs. Puis il y a eu un temps où est-ce que les occultistes, il en pleuvait, puis un formait l'autre, puis il formait l'autre, qui formait l'autre. Mais tu sais, Eliphas Lévy, Elena Blavatsky, Stanislas Lagueïta, c'était toutes dans les mêmes années. Là. Ben, c'est ça. Voilà. Sont partis ou décédés proches quand même relativement un de l'autre. Fait que tu sais, il y a quand même une ressemblance dans leur... je dirais pas dans leur technique, parce que c'est pas vrai, là, ils sont tous différents, mais non. Je veux dire, leur principe, leur façon de fonctionner, il y avait une poussée aussi dans l'occulte, là, dans ces années-là, puis on le sent. Puis cette poussée-là, elle a quand même continué un petit peu plus tard, mais c'est quand même des gros noms qu'on voit à répétition. Là. En effet. Dont un autre, Aleister Crowley, né en 1875, décédé en 1947. Lui, ben, c'est un magicien britannique. Pourquoi plus magicien que sorcier? Je ne sais pas, mais magicien britannique. C'est le fondateur de la philosophie de Thelem. Lui, il a fait quand même pas mal de choses. En gros, il est l'inspirateur du satanisme moderne, de la magie chaotique, Chaos Magic, et c'est une figure centrale de l'occultisme du 20e siècle. Parce qu'on a des photos de lui, puis il a de l'air spécial. Il a vraiment de l'air spécial. Juste un peu, légèrement, très légèrement. Il a écrit, par exemple, le livre de la loi. Je pense que c'est Liber Alvel Legis, je crois, en latin. En gros, ça aurait été... Ce livre-là aurait été dicté à Crowley au Caire en 1904 par une entité nommée Aiwass. Le livre proclame la loi de Thelem qui dit « Fais ce que tu voudras sera toute ta loi ». C'est pas mal différent de la Wicca, hein? Très différent. C'est un livre que c'est la magie sexuelle, magie cérémonielle, tout ça. On a Magic Liber ABA Book 4, le 4e livre, en fait, de magie. C'est une encyclopédie de la philosophie de la magie en 4 parties. Ça couvre la théorie, la pratique de la magie rituelle, Kabbale, yoga, la relation entre le macrocosme et le microcosme. Macrocosme, c'est le très grand comme l'univers. Microcosme, c'est le petit, comme par exemple le corps humain. Fait que c'est la relation entre les deux. Il y a le livre des mensonges, The Book of Lies. C'est une collection de 93 chapitres qui a été composée, c'est à peu près 1 ou 2 pages là, de texte. Il y a des poèmes, des aphorismes, des rituels. Il joue un peu avec les concepts de vérité puis mensonge. Et ça contient des références symboliques à la Kabbale, franc-maçonnerie et à d'autres traditions. Il y a le livre de Thoth, que lui, il aurait créé, le Book of Thoth, qui, en gros, c'est un manuel d'accompagnement pour son jeu de tarot, le tarot de Thoth, avec les liens avec la Kabbale puis l'astrologie. La Voix du silence, The Vision and the Voice, c'est un journal de vision qu'il a eu en 1909 lors d'un voyage en Algérie avec son disciple Victor Neuburg. En gros, c'est un compte-rendu d'expérience de magie enochienne puis de la rencontre avec des entités spirituelles. Et il y a le 777 et autres écrits kabbalistiques.
C'est un dictionnaire de correspondance entre les différentes traditions ésotériques comme Kabbale, l'astrologie, divinité égyptienne, les dons de Dieu. C'est une référence importante pour les praticiens de l'occultisme. Il a écrit beaucoup, beaucoup d'autres livres, mais j'ai dans ma bibliothèque ce dernier livre-là. Je l'ai souvent feuilleté, mais il y a comme, c'est beaucoup d'informations brutes et c'est cela. Mais il n'est pas facile à lire. Par Non, ailleurs, il y a plusieurs... J'avais déjà entendu ça en podcast, je pense que j'en ai déjà parlé sur notre podcast, comme quoi parfois il fallait mettre aussi les écrits à l'époque du genre. J'avais entendu des praticiennes américaines, je crois, qui avaient dit « Ah, tu sais, Aleister Crowley, il y a plein d'informations, mais moi, je suis pas capable de le lire parce qu'il est trop misogyne. Là. Je peux pas lire ça, c'est comme... ça va en dehors de mes morales. » Puis j'étais comme « C'est dommage, parce qu'à l'époque, le monde était misogyne. » C'est un peu triste, mais les femmes, il n'y avait pas leur place. Fait que ça se peut, dans son livre, quand tu lis, ben... T'sais, les femmes n'ont pas tant de pouvoir, puis c'est tous les hommes qui contrôlent tout. Ben, c'est ça que le monde pensait à l'époque. Fait que, si jamais il vous intéresse, parce que Crowley est quand même assez connu, là, fort là, dans plusieurs sphères, parce qu'il allait à des places que les autres n'osaient pas aller. Il était un petit peu plus intense, en tout cas, à mon avis. Et oui. C'est de s'arrêter à peut-être un puits d'information. Si vous le gardez hors contexte aux années d'aujourd'hui, c'est sûr que l'ouvrage est horrible. Les passages sont pas si pires que ça, mais c'est sûr que c'est pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Là. Donc, si jamais vous décidez d'entreprendre ce chemin-là de lecture, gardez en tête qu'à l'époque, en 1800, début 1900, lui, après moi, tu sais, la femme, c'était pas aussi libre qu'aujourd'hui. C'était peut-être... c'était pas aussi intelligente qu'un homme. C'était pas... c'était pour une femme au foyer, puis si t'en prenais une, ben c'était pour avoir des enfants. Ce genre de principe-là, on le voit un peu plus dans le livre. Puis comme quoi, des praticiennes, il y en avait, puis c'était pas très bon. Et je crois que lui et Gardner étaient en chicane souvent. Parce je sais pas pourquoi. leur principe était vraiment différent. Puis les deux disaient avoir raison. Puis de mémoire, là, ça se prenait la tête assez fréquemment parce qu'il y avait des cercles, donc des cercles d'érudits là, qui pratiquaient, puis des fois, ben ça volait le secret de un, puis ça allait dire... Vous savez qu'est-ce que c'est, là? Le drama n'est pas apparu la semaine dernière, là. Donc, et Crowley avait cette réputation-là de rien avoir, puis d'un coup, de faire pouf, les choses lui tombaient dessus, puis il y avait une bâtisse, il y avait ci, il y avait ça, donc il était quand même assez intéressant comme bonhomme, là. Oui, mais quoique Garner, me semble qu'il a publié pas mal après ça. Ben, je veux dire, pas mal après la première publication de Crowley. Oui, pas mal plus tard, parce que Crowley, il a commencé à écrire tôt, mais il a écrit beaucoup. Début des années 1900. Mm-hmm. Mais ils se sont beaucoup croisés dans des cercles, parce que de mémoire, quand j'ai fait un article sur la Wicca, j'ai lu beaucoup sur Gardner qui justement expliquait qu'il croisait Crowley puis à quel point les deux se... Mais est-ce que c'est ma mémoire qui me fait faille? Peut-être, là. Mais de mémoire, ces deux-là s'entendaient pas. Oui, mais là, ils ont des pensées complètement opposées. L'autre, c'est, tu sais, tu fais ce que tu veux. Tandis que Garner, lui, c'est sans blesser personne. Tu peux travailler là-dedans, mais il faut pas que tu blesses absolument personne. C'est comme deux pensées. De mémoire, attends, je vais juste pas dire... ouais, c'est ça, là. Mais c'est deux pensées différentes, mais il y avait certaines choses qu'un faisait, que l'autre, mettons, voulait faire. Il y a des concepts qui se ressemblent pareil, même si on a une approche différente. Hein, donc, moi, j'adore ça, entendre parler de l'histoire, puis de ces personnages-là, puis ces auteurs qui nous ont influencés, parce que notre pratique aujourd'hui, elle a évolué au fil des années, puis toute cette information-là, puis les connaissances qu'ils ont apportées, les livres, les données, puis quand on lit ça, ben tu vois un petit peu l'évolution aussi de lui-même, mais surtout de la pratique. Je trouve ça merveilleux. Oui, c'est intéressant, puis c'est là aussi qu'on voit comment les auteurs modernes, ils ont pas inventé la roue. Non, effectivement.
D'ailleurs, si vous voulez consulter beaucoup d'ouvrages, ben on les a sur... Ben on a surtout des commentaires, là, mais on a des articles sur SNET qui peuvent être intéressants aussi pour complémenter tout ça. Je pense qu'il y a même des critiques de livres de certains de ces livres qu'on a Oui. mentionnés dans les derniers podcasts. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site de www.sorcellerie.net. Vous avez accès à un Facebook. Le Facebook vous permet de savoir c'est quand il y a des sorties. Si jamais vous avez de l'audio, du vidéo qui sort, vous allez être au courant par là. On a YouTube, mais aussi Spotify. On est sur les balados diffuseurs pour le podcast. Donc, vous pouvez nous écouter un peu partout. Si vous aimez le podcast, et évidemment, tous les liens que je mentionne sont aussi inscrits dans les commentaires, comme le descriptif d'épisode. On a le Discord, si jamais vous voulez venir discuter avec nous, on est fine. On aime ça répondre à vos questions. Puis quand vous avez des suggestions, ben, c'est facile de les noter pour que nous, on puisse les traiter éventuellement. Ce qui rend la chose très intéressante. Puis en fait, explorer plein de sujets. Il y a des choses, nous, des fois, on connaît un peu moins. Fait que ça nous permet d'en apprendre un peu plus. On a deux Twitch, principalement. Il y a le Twitch sorcellerie.net avec Zelda. Donc, vous faites des activités, vous ouvrez des boîtes, vous travaillez sur des grimoires. Il y a des débats, des discussions ouvertes. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour tout ce qui est l'occulte, le paranormal et la sorcellerie. D'un autre côté, il y a Deathlike aussi qui est disponible, qui lui va aller chercher un côté un petit peu plus sur les esprits avec moi. Donc, on va parler de Kardec, on va parler d'un paquet d'auteurs qui ont influencé la doctrine spirituelle d'aujourd'hui et les concepts des esprits. Puis, on va évidemment analyser des vidéos paranormales parce que tout le monde aime ça. Donc, les deux endroits sont disponibles. Des commentaires, des suggestions, juste nous faire part de vos choses. N'oubliez pas, on a aussi un Patreon qui est disponible si jamais vous voulez nous encourager. Ça nous aide pour tout ce qui est de matériel, le temps, le développement, puis permettre ce que le podcast soit possible. Il nous reste encore une partie à visionner avec vous pour les personnages occultes cette année. Donc, on vous attend pour ce prochain épisode-là. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Merci! Bye bye!